Il y a la question de Pasteur Soa, certainement, et d'autres préoccupations. D'accord, je commencerai par répondre d'abord aux questions et je reviendrai sur, pour continuer l'analyse. Très bien. D'abord, le pasteur Soa dit, mais pourquoi on l'empêche de rentrer chez lui? Oui. Mais, alors qu'il est condamné à 20 ans. 20 ans de prison. Et il n'a émis aucune injonction, aucune objection, voilà, face à cette condamnation. Mais, le pasteur a la réponse dans sa question. Oui. Et nous l'avons dit ceci avant, n'est-ce pas, pour dire que... Mais là encore, on est devant un paradoxe, hein, et là je vais rester poli. Terrible. On est là devant le visage paradoxal du régime d'Abidjan. Ça aurait pu, on peut analyser ça même comme un dérèglement. C'est-à-dire, vous avez là la preuve que la démarche du président Ouattara est complètement déréglementée. Il y a un dérèglement politique, juridique. Comment vous condamnez quelqu'un? Et si on doit prendre la justice ivoirienne au sérieux, mais il faut que ça soit cohérent. Quand il y a un verdict de justice de ce genre, où quelqu'un a été condamné pour pratiquement un crime, parce qu'on lui reproche son supposé rôle dans la casse de la banque centrale ouest-africaine. Ça, c'est un crime aggravé. C'est un crime aggravé. Vous le condamnez, il est dehors. Maintenant, il vient se présenter. Une justice qui refuse d'arrêter un criminel, qui est reconnu comme tel à partir d'un verdict, n'est-ce pas, des tribunaux réguliers de cette justice, n'est plus une justice. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut comprendre très bien. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que la justice ivoirienne ne sait pas ce qu'elle fait. Et qu'à ce moment-là, nous sommes fondés à dire que ce n'est plus de la justice qui est en Côte d'Ivoire. Comme le comprendre bien, M. Bachir, vous connaissez le respect que j'ai pour les institutions en Afrique. Et le fait d'être contre le président Ouattara, en désaccord avec lui, ne m'a jamais amené à, comme je l'ai dit ici, à nier l'objectivité de ces institutions qui sont là en place en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'autre jour, et là je reviendrai là-dessus tout à l'heure d'ailleurs, quand je répondrai à Marc. Donc, ok, nous avons pris acte que le président de la Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. C'est pour ça que nous l'appelons président. Voilà. Donc, il y a justice à Côte d'Ivoire qui condamne les gens tous les jours. Ils ont condamné M. Guillaume Soro. Ils condamnent les gens tous les jours. Ok, M. Ouattara parle du droit. Ok, d'accord. Mais, comment va-t-on expliquer aux Africains, au monde entier, que cette justice ivoirienne, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle vaut, quand elle est plongée dans une telle incohérence? Vous déclarez quelqu'un, même pas déclarer, vous le condamnez. Après, vos procédures, là, vous dites qu'il est reconnu coupable d'un crime aggravé. Si une institution aussi respectable comme la Banque centrale ouest-africaine, vous lui infligez 20 ans de prison. Donc, d'après le point de vue de la justice ivoirienne, M. Barbeau, c'est un criminel. C'est du vol aggravé, c'est un criminel. Vous comprenez? Mais le criminel vient se présenter à son pays via le ministère des Affaires étrangères, mon cher Bachir. Vous ne le recevez pas, vous ne l'attrapez pas. Là, il n'y a pas de débat. Dès qu'il se présente, il faut l'attraper. Parce que la justice de la Côte d'Ivoire dit que c'est un criminel. Il faut l'attraper. Il n'y a même pas de... On ne va seulement plonger sur lui, on l'attrape, on le menotte. Si il y a une cohérence avec la... Mais on ne le fait pas, mon cher Bachir. C'est quoi alors cette condamnation? C'est quoi? Est-ce que la justice ivoirienne peut nous expliquer cette condamnation? Sont bien fondées? Si vous avez peur d'appliquer une décision de justice, mon cher Bachir, pourquoi la Côte d'Ivoire a peur d'appliquer sa propre décision de justice? Alors, on tire la conséquence. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi, disons, l'arrêter hier quand il était à l'ambassade, puisque l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est justement le territoire ivoirien. On parle du pays. Oui, d'accord. Voilà. Bachir, je me pose la même question que vous. Et moi, je me dis donc, mais c'est quoi alors l'affaire là? On est en train de nous dire, par les actes de l'État ivoirien, nous espérons que ça va évoluer, on est en train de nous dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. En fait, les magistrats ivoiriens ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez? Les procureurs, tous ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils condamnent quelqu'un, ils le jugent comme étant un criminel, et quand le criminel se présente, au lieu de l'attraper pour venir le mettre en prison, on ne le reçoit pas. Donc, on tire la conséquence. Logique, hein?
et qui est incontestable, c'est que la Côte d'Ivoire, le président ivoirien, la justice ivoirienne, elle-même doute de la valeur de la condamnation qui a été infligée à M. Gbagbo. C'est ça, mon cher Bachir. Conclusion logique. Ce n'est pas nous qui décrétons ça. Conclusion logique. Elle-même doute, cette justice, de la condamnation qu'elle a infligée à M. Gbagbo. Parce que quand M. Gbagbo vient se présenter à l'ambassade, il sait qu'il est le coup d'une condamnation, non? Il le sait lui-même. Tout à fait. Il sait où il va. Mais pourquoi et l'ambassadeur le sait aussi. Le sait très bien. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas un criminel? Mais il faut l'arrêter. Vous avez été très rapide pour l'envoyer à la CPI. Très rapide. Alors qu'il n'y a même pas, il n'y a même rien qui vous lie à la CPI à l'époque. Vous l'avez envoyé là-bas très vite que non, c'est un criminel, il faut qu'il réponde de ses crimes. Maintenant, il débarque et il vient dire que bon, ok, je veux rentrer chez moi. Sans le dire, mais de manière implicite, le président Gbagbo dit, je sais que je suis condamné à 20 ans de prison. Je veux rentrer chez moi. Je viens me purger ma peine. Parce que le président Gbagbo n'est pas fort, non? C'est un individu, il va rentrer seul. Oui. Il peut être plus fort que tous les policiers ivoiriens. Donc s'il arrive là, on le met en prison, non? Mais le gars dit, je me présente. Vous avez peur de l'attraper, mon cher Bachir. Ça s'appelle l'autorité, le charisme spirituel. Le charisme politico-spirituel du président Gbagbo écrase la justice. Parce que cette justice-là, pour le cas d'espèce, était une justice injuste. Pour le cas d'espèce, c'était une justice injuste. Vous comprenez? Donc, le charisme politico-spirituel du président Gbagbo effraie l'ambassadeur, effraie le régime d'Abidjan. Et c'est ça que j'adore ce combat, mon cher Bachir. Il n'est pas basé sur la violence. Il est basé sur un charisme spirituel. Je le dis toujours. Un charisme spirituel. Donc là, j'ai répondu au pasteur Soir. Oui. Une démonstration logique. Il faut donc demander aux juges ivoiriens qui n'arrivent pas à appliquer une décision de leur propre juridiction, mon cher Bachir. On ne va pas dire que bon, le condamné se cache. Bon, ok, il ne se cache plus. On pourrait dire que non. Il était dans les bras, il était à la CPI. La CPI a dit, collier encombrant, je vous l'envoie. Je vous le renvoie. Oui. Mais comment il est là, attrapez-le. Vous ne l'attrapez pas. Dans le monde entier est témoin que cette condamnation relève du farfelu, mon cher Bachir. C'est de l'imposture. C'est de l'imposture. La préoccupation de Marc, à présent. Très bien. Alors, ça me permet donc de dire à Marc que Bachir, il y a quelques jours ici, il y a un monsieur à Côte d'Ivoire qui s'est autoproclamé président. Je crois que c'est monsieur Adama Ouattara. Il s'est autoproclamé président. Il y a eu un débat ici sur ce plateau. J'ai dit, nous avons condamné sa démarche. J'étais en train de parler à Marc. Hein. Oui. Nous avons condamné sa démarche. J'ai dit, je ne suis pas sur le régime d'Abidjan. On n'a aucun rapport. Nos rapports sont des rapports de désaccord total. N'est-ce pas? Mais mon ami, ne comptez pas sur moi, Bandakani. Et sur Afrique Média pour venir légitimer une démarche de coup d'État en Côte d'Ivoire. Moi, je ne règle pas le mal par le mal. Moi, je ne corrige pas le mal par le mal. Ça ne marche pas. Ça aggrave le problème. Donc aujourd'hui, je l'ai dit ici aujourd'hui, que le président de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Nous disons ça à Marc. Pour que les gens comprennent bien notre démarche. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, cette reconnaissance d'une légalité objective qui s'est imposée à nous par la force, n'est-ce pas, est une chose, mon cher Marc. Autre chose est de partir de ce constat pour nier la justice, pour refuser la vérité, pour soumettre la vérité au mensonge, pour élever le mal au-dessus du bien. Ce pas, on ne le flanchera jamais. Oui, que les gens mettent de l'eau dans leur vin, c'est clair. Et ici, sur Afrique Média, nous avons passé le temps à le faire. Nous n'avons jamais lancé un mot d'ordre, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais lancé un appel à une quelconque démarche violente contre le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui manœuvre matin, midi, soir pour fermer Afrique Média. C'est le président Ouattara qui le fait. Malgré ça, nous n'avons jamais appelé, n'est-ce pas, à une quelconque insurrection en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais si quelqu'un crache en l'air, mon cher Marc, comment feras-tu pour empêcher que ces crachats retombent sur son visage? Quelle que soit ta bonté, et tu es un grand homme, Marc, je sais que tu es un homme très bien. Mais moi, je te pose la question, est-ce que tu as un moyen d'empêcher quelqu'un qui a craché en l'air, que ces crachats retombent sur son vrai visage? Tu voulais que ces crachats retombent sur le visage de qui? Non, le président Ouattara par ses actes a créé, a sémé, n'est-ce pas, a sémé tout ce qui se passe aujourd'hui, mais il récolte simplement ce qu'il a sémé. Ce sont les lois de la nature. Qui sème le vent récolte la tempête.
Ce sont les lois de la nature. Le président Ouattara a fondé sa démarche politique, sa carrière politique, sur l'infamie, sur l'abjection. Et le salaire de l'abjection, mon cher Marc, c'est la honte. Le salaire de l'abjection, c'est le déshonneur, mon cher Bachir. Le salaire de l'abjection, c'est l'abaissement spirituel. Et on n'entre pas dans la gloire. Ça peut bien commencer pour vous, mais ça finira dans la déchéance. Et aujourd'hui, qui peut défendre encore ce régime, mon cher Bachir? Un complément d'analyse. Oui. Pour dire quoi, Amar? Oui. Pour lui dire qu'il se rassure, le feu ne viendra jamais d'Afrique médiane. Nous ne mettrons jamais le feu. Jamais! Mais je peux vous dire, quand vous violez les lois de la nature, quand vous violez les principes de justice naturelle, cosmico-naturelle, je peux vous dire, Dieu va se charger de veiller à ce que ces principes-là soient rétablis dans leur droit. Vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Je suis désolé. Rien ne peut empêcher le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je suis désolé de le dire. Rien ne peut empêcher le rétablissement de la justice cosmico-naturelle en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que même au nom... Parce que les gens sont allés très loin, Bachir. Président Bandakani, mais est-ce que même au nom de sa générosité, on se souvient quand même il y a quelques années, ce qu'il a pu faire à l'endroit des personnes qui pourtant le combattaient, est-ce que même au nom de cette générosité, on n'aurait pas pu faciliter son retour et puis maintenant voir dans quelle mesure le confronter à la justice? Je clôt, Marc, je reprends votre question. Je veux dire à mon cher Marc, les questions liées à la candidature du président Gbagbo ne le concernent pas. Ça ne le concerne pas. Tout à fait. C'est une affaire interne au FPI. Du FPI et des Ivoiriens. Oui. Vraiment, nous, on connaît nos limites. Donc vraiment, c'est aux Ivoiriens et au président Gbagbo et au CPI de décider de l'avenir politique de cet homme. Mais pour l'instant, il se bat pour ses droits individuels. Les droits individuels, qu'on le rétablisse dans son honneur. Il veut rentrer chez lui, bon sang. Pourquoi M. Compaoré est en Côte d'Ivoire tranquille et le président Gbagbo, fils de Côte d'Ivoire, ne peut pas rentrer chez lui? C'est quoi ça? On ne peut pas se taire par rapport à ça. Il doit rentrer chez lui. C'est son droit le plus absolu. Et aucune force au monde ne va empêcher le président Gbagbo de rentrer chez lui. C'est son droit le plus absolu. Lui et le ministre Charles Blé Goudé. Maintenant, je reviens. Mais Bachir, cette affaire prend une autre dimension quand on convoque le passé des relations entre le président Gbagbo et le président Ouattara à titre personnel. C'est quand même terrible. Vous vous souvenez au forum de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire 2001? Oui. Vous vous souvenez? Tout à fait. Le président Gbagbo dit que moi j'ai des amis au RDR. Ils m'ont rapporté que le président Gbagbo n'a pas de passeport diplomatique. Président Ouattara. Le président Ouattara n'a pas de passeport diplomatique et que sa maman est malade. Bachir, qu'a fait le président Gbagbo? Oh mon Dieu. Il a ordonné qu'on établisse rapidement un passeport diplomatique à M. Ouattara, au président Ouattara. À l'époque, il n'était pas encore président. Vous comprenez ça? Non, il faut rappeler ça aux gens. Que les gens comprennent comment quelqu'un, par son comportement, attire sur lui la justice divine. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça à l'égard de quelqu'un qui a été très sensible à vos situations personnelles désastreuses à l'époque. Vous comprenez? Le président Gbagbo aurait pu faire comme le président Ouattara à l'époque. Il aurait pu refuser de lui donner un passeport diplomatique. Mais il ne l'a pas fait. Mais le président Gbagbo connaissait très bien qui était Ouattara. Il le connaissait bien. Il n'est pas naïf, le président Gbagbo. Il connaissait très bien qu'il avait à faire. Mais il lui a donné un passeport diplomatique. Et vous savez tout ce que le président Gbagbo a fait pendant le deuil, normalement, du président Ouattara. À titre individuel. Mais vous vous souvenez, quand le président Gbagbo a perdu sa mère, vous avez le comportement du président Ouattara. Il faut rappeler ça. Deuxièmement, le président Gbagbo a pris un acte exceptionnel pour faire de son ennemi candidat à la présidentielle de la Côte d'Ivoire. Et le président Béki, qui avait milité à l'époque pour ça, le regrette aujourd'hui, l'ancien président sud-africain. Il le regrette aujourd'hui et il traite le président Ouattara de tous les noms d'oiseaux. Vous comprenez ça? Allez tapez sur Internet, vous allez voir les dernières sorties du président Béki aussi à propos du président Ouattara. Le président Béki dit: je regrette ce que j'ai fait. Cette pression que j'ai mise sur le président Gbagbo. Je regrette. Aujourd'hui, le président Ouattara est incapable de prendre un acte exceptionnel, mon cher Bachir, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mon cher Bachir. Alors, vous voyez, ça relève de la personnalité. Ça, c'est lié simplement. Vous voyez, aujourd'hui, l'obstacle même au retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'obstacle à la réconciliation nationale, mais c'est la personnalité du président Ouattara, mon cher Bachir. Mais lorsque quelqu'un vous a fait du bien, et vous passez le temps à lui faire du mal, mon cher Bachir, la nature, le cosmos, Dieu Tout-Puissant, va intervenir.
Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis à mon ami Marc, avec toute l'affection que j'ai pour lui, il faut se préparer à ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Moi, je ne pense même pas que la Côte d'Ivoire va subir un chaos. Moi, je ne le pense même pas. Mais je pense qu'il y aura quelque chose d'inédit en Côte d'Ivoire. Il y aura quelque chose d'inédit dans ce pays et qui va surprendre le monde entier. Parce que quand on s'élève à cette dimension d'injustice, de criminalité et d'insouciance, vous attirez aussi une démonstration de puissance de la part du cosmos, pour parler comme certains gens qui ne croient pas en Dieu, mais comme moi je suis un homme de foi, vous appelez à une démonstration de puissance de Dieu qui soit à la hauteur de votre rébellion spirituelle. Ça, ici, maintenant, j'utilise un langage géospirituel, à dessein, mon cher Bachir. Parce que moi, je ne veux pas qu'il coule un goutte de sang en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que les Ivoiriens souffrent. Je ne veux pas que les armes crépitent dans ce pays-là. Mais en même temps, je sais que ça ne peut pas continuer comme ça. Le président Ouattara est devant l'histoire, mon cher Bachir. Moi, je ne suis pas un rêveur. Je demande jamais à quelqu'un ce qu'il ne peut pas donner. Le parcours du président Ouattara m'a suffisamment édifié, ce que je peux lui demander, ce que je ne peux pas demander. D'ailleurs, qui suis-je pour lui demander quoi? Il est trop grand. Il est trop grand. Non. Alors, le petit. La Côte d'Ivoire. Mais nous, on parle seulement. Hein. Très bien. La Côte d'Ivoire est signataire du statut de Rome depuis l'arrivée de Ouattara. Et la CPI, qui est donc garante de cette signature, je veux dire, a demandé à l'État ivoirien d'accepter, de favoriser le retour du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il n'y aurait pas là également comme un paradoxe entre l'engagement, la parole donnée, la signature de la Côte d'Ivoire au statut de Rome et le refus de répondre, n'est-ce pas, à cette demande de la CPI? Vous convoquez là les contradictions graves de ce que vous appelez système judiciaire international. Qui va rappeler à la CPI d'arrêter son ponce au pilatisme? Qui va rappeler aux puissances tutrices de la CPI? En l'occurrence, l'ONU. Les bavards français là, les bavards officiels français, qui paieront matin, midi, soir sur les droits de l'homme et sur le respect du droit international, l'État français, l'Union européenne, tous ces grands bavards institutionnels là. On va leur rappeler leur devoir, mon cher Bachir. On va leur rappeler leur devoir. Il ne faut pas seulement dire, comme la CPI fait, dans une démarche ponce-pilatiste, que écoute, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, vraiment, M. Gbagbo, votre sort, et toi et ton ministre Blé Goudé, votre sort est lié à M. Ouattara. Ça n'a pas de sens. Mon cher Bachir, ça n'a aucun sens. Vous savez pourquoi? Parce que le sort du président Gbagbo avait été scellé. Le sort du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé ont été scellés par le conglomérat géopolitique et juridictionnel, n'est-ce pas, qu'on appelait CPI, ONU, ces puissances autoproclamées, communauté internationale, et le régime d'Abidjan, mon cher Bachir. Puisqu'à l'époque, le président Gbagbo est transféré sur aucune base judiciaire. Il n'y avait aucune base. Puisque la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié, n'est-ce pas, le fameux traité de Rome. Donc, le ponce-pilatisme de la CPI, moi, ça ne m'impressionne pas. On ne me prendra pas à ce jeu. Ils sont responsables. Alors nous parlons, c'est M. Ouattara et son régime, c'est la CPI, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est l'Union européenne, ce sont les États-Unis et l'ONU qui empêchent le président Gbagbo de rentrer chez lui, mon cher Bachir. Si cette communauté internationale autoproclamée était cohérente, M. Ouattara ne résisterait pas. Mais la CPI, sans la dédouaner, président Madakani, je vous comprends, mais la CPI, sans la dédouaner tout de même, a relancé l'État ivoirien il y a de cela quelques jours seulement sur la question, puisque à la première demande, l'État ivoirien, selon ce que nous lisons de nos confrères Le Temps, avait estimé qu'ils n'ont reçu aucun courrier. Eh bien, la CPI a renvoyé une autre requête, et cette fois-ci, la Côte d'Ivoire demande un temps de réflexion. Bon, moi je dis, sur le fond, sur la forme, vous êtes dans votre rôle. Hein. On ne peut pas nier que la CPI n'a pas écrit. Donc vous faites votre travail journalistique et je m'en sers tout à votre honneur. Et d'ailleurs, ça confirme ce que nous sommes à Afrique Média, en passant. Mais moi, je fais mon travail d'analyste en profondeur. Moi, je ne me limite pas à la lettre, à la forme des choses. Oui, la CPI a écrit, mais je dis au départ, revenons à cette affaire. Cet aboutissement-là, vous savez, Bachir, moi, je suis constant dans ma démarche. Vous vous rappelez ce que ces gens l'ont fait à Mobutu. C'est eux qui ont fabriqué Mobutu, ils l'ont placé là-bas. Ils l'ont soutenu, ils l'ont porté à bout de bras. Mais à la fin de l'affaire, ils ont porté tous les péchés du monde, ils ont déposé sur la tête de Mobutu dans un rituel honteux
qui présentait Mobutu comme le mal du Zaïre, Oui. comme celui qui a créé tout le problème au Zaïre. Ils ont même falsifié l'histoire. Ils ont fait des films, ils ont financé un film, Mobutu, roi du Zaïre, où on diabolisait Mobutu. Il n'est pas défendant Mobutu. Mais n'exagérez pas. Vous comprenez? Il ne faut pas exagérer. Or, on est dans la même dynamique là avec le président Ouattara. Je ne plains pas le sort de ce monsieur, parce qu'il mérite entièrement ce qui lui arrive. Mais Bachir, ne m'amenez pas aussi à réhabiliter la CPI. Qui veut? C'est trop facile ça. Alors où on parle là? Alors où on parle? Je l'ai dit ici. Madame Bensouda, son mari, est l'ami intime du président Ouattara. Hein? Voilà, ils font les affaires, mon cher Bachir. Donc, je prends, je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas, Oui. qu'il y a une forme, sur la forme, la CPI a écrit. Oui. Elle a Par même, deux fois. elle a même réitéré sa demande. oui. Comme la CPI n'a pas des policiers, n'a pas une force exécutive, n'est-ce pas, une force de contrôle internationale qui l'amène, n'est-ce pas, à peut-être faire suivre ses décisions par elle-même, moi j'appelle ici, la CPI doit écrire, écoutez bien, pour la forme. Si elle va aller au fond de la forme, la CPI doit écrire à l'ONU. Vous me comprenez? Oui. Pas seulement écrit au régime d'Abidjan. La CPI doit écrire à l'ONU. Elle doit écrire à l'Union européenne, Très à bien. la France, à l'Angleterre. Alors, prenons cet appel de Garba depuis le Niger. Bonjour, monsieur Garba. Et bonjour, monsieur Bakaladia. Bonjour, monsieur Bakaladia. Je suis très content aujourd'hui de vous avoir en face de moi.